Aujourd'hui, c'est le moment du bilan, puisqu'on est à 3 épisodes de la fin. On est dans le chapitre 6 de cette transition du moderne au contemporain, à se demander comment on a abandonné le moderne. Ça fait 3 épisodes que j'en parle. Comment le contemporain est arrivé? Qu'est-ce que c'est qu'on disait hier, cette fin du risque, ce rapport aux auteurs et à ce que serait l'auteur comme on le pensait avant. Et la grande révélation de la soirée, c'est la grande révélation de la soirée, c'est mon aveu de qu'est-ce que je fais là, en fait. Il faut, à un moment donné, c'est la formation de philo qui pousse à ça, mais d'où on parle, pas qui je suis seulement, on s'en moque un peu, même si je viens de l'histoire de l'art, de la pratique et ensuite de la philosophie, tout mélangé. C'est la question qui est toujours celle du contemporain, c'est euh, pourquoi il y a telle chose, pourquoi il n'y a pas telle autre chose, qu'est-ce qui a été choisi, qu'est-ce qui a été valorisé. Alors, vous comprenez que c'est pour ça que c'est une sorte d'autoportrait. Ce soir, je ne vais pas raconter ma vie, je vais montrer les gens que je n'ai pas montrés, en fait, et je vais expliquer pourquoi. Voilà, cette histoire de l'art qui date des années 20, qui est la grande référence de Gombrich, le anglo-allemand chercheur d'images et qui fait des tas de rapprochements passionnants. Si vous avez l'occasion à la médiathèque, lisez juste l'introduction où il réfléchit au sens des images, en fait, à la force que peuvent avoir mais même une photo d'identité qui est que d'un petit ou une petite chérie qu'on va pas déchirer parce que c'est une image et c'est donc pas tout à fait un petit bout de papier. Par contre, l'idée d'un grand récit, je l'ai assez raconté, l'histoire de l'art est-elle finie, a demandé Belting dans les années 80, c'est-à-dire l'histoire de l'art comme grande histoire suivie, qui serait comme l'époque moderne, qui se développerait avec, ça vous avez compris, je pense, mais l'histoire des grands récits liés à des auteurs. C'est-à-dire que ce que j'aimerais regarder ce soir, c'est comment regarder par la forme, regarder par le style, ne peut plus fonctionner tout à fait dans l'espace contemporain. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient mis autour depuis que Duchamp avait poser un objet, jouer avec l'espace qui se trouvait autour, intégrer le spectateur, mis des textes autour, interroger qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art et qu'est-ce qui est beau ou qu'est-ce qui est pas beau. Et là, je vais essayer de prendre un exemple passionnant pour montrer comment, avec une notion construite par une historienne de l'art, Rosalind Krauss cette fois-ci encore, et c'est pas ma chouchoute, hein, mais là c'est tout à fait opérant, une exposition qui a eu lieu en 96 à Beaubourg, qui s'appelait L'Informe. Comment, avec cette notion-là seulement, elle arrive à lire l'histoire de l'art et donc lire aussi le présent. Là, je me rendais compte, celui-là date de 2020. Qu'est-ce que c'est qu'un critique d'art? Est-ce qu'on peut exposer les critiques même? Est-ce qu'on peut, avec le travail de Rosalind Krauss, ce qui va nous parler de ce glissement du moderne au contemporain, c'est la place du curateur, de celui qui fait l'exposition, qui la pense et qui, dans le rapprochement des images, qui choisit de mettre un Picasso à côté d'une sculpture africaine ou pas du tout, parce que justement, ça serait pas ce qui permettrait de lire ou de voir. Et comment, c'est là où je parle un peu de mon regard à moi, comment je pense qu'il ne s'agit plus avec le contemporain seulement de profiter de ce qui est devant nous. Vous savez, vous pouvez penser ou entendre, oui, mais si ça me plaît, ça suffit en fait. Ben, le contemporain ne permet plus ça en fait. Ça peut vous plaire, ça peut suffire à vous parler parce que la forme qui est dessus pourrait vous interpeller, mais il y a quelque chose à comprendre et quelque chose qui est interrogé à chaque fois. Ce qui fait que le critère du style, celui de l'auteur, celui de la reconnaissance de ce style, y compris pour votre place à vous, chacun son tour, c'est-à-dire d'être celui qui, en tant que curieux, mettrait des étiquettes, repérerait, ben, ça c'était le courant, ça c'était le courant. Ah oui, ça veut dire ça. C'est presque plus possible avec le contemporain. Et c'est pas mal heureux, en fait, qu'on soit plus dans une sorte d'histoire de l'art comme un Trivial Poursuite qui fait qu'on pourrait repérer telle ou telle chose et le raccrocher à telle chose. Voilà. Il y a une sorte d'interdisciplinarité. J'ai beaucoup examiné de choses différentes. Et on peut aller sur la sociologie, on peut aller sur la philosophie. Et le projet de ce livre anglais de John Berger, Voir le voir, c'est comment, par l'image seulement, on pourrait faire une sorte d'histoire de l'art que visuelle. Et j'en profite pour montrer aussi celui-ci. J'étais en train de préparer la conférence de philosophie sur l'argent. Georg Simmel, qui est un Allemand peu connu en France, qui est philosophe,
Ouais, grand sujet en philosophie de l'argent, c'est quand même philosophie, c'est noble, argent, ça a l'air un peu pas noble. C'est quand même un sujet qui nous concerne depuis longtemps. Si je vais vite, et le rapport avec ce que je dis là, c'est que Zimmel est un sociologue qui a beaucoup influencé les écoles américaines de sociologie des années 20. Il écrit ça dans les années 1900-1920. Et il fait le lien entre argent, ville et modernité. C'est-à-dire, pour faire court, l'argent, ça devient quelque chose de tellement anonyme que tout vaut quelque chose, tout vaut un chiffre, une personne, un fait, un événement. On peut à la fois faire circuler beaucoup plus de choses dans les villes, accélération, ça c'est la modernité, à la fois devenir aussi beaucoup plus anonyme parce qu'on a un rapport très lointain à ce qui est devant nous. Ce qui fait que si je m'appuie un instant sur lui, c'est que finalement des notions, des idées peuvent suffire à transformer la façon de regarder. Et c'est ça que j'aimerais montrer en m'intéressant. Voilà, John Le Berger, c'est l'école anglaise. On peut avoir un livre, 5 chapitres dans ce merveilleux livre, 5 chapitres avec des articles courts, dont 2 qui sont tout à fait révolutionnaires, puisqu'il y parle de l'image de la femme, et où il ne va y mettre aucun mot, en fait. Son article, si on peut l'appeler comme ça, est un rapprochement d'images. Petite fille en photo anglaise pauvre et un petit garçon par Murillo de l'école espagnole du XVIIe. On peut avoir des rapprochements d'une jeune paysanne et des petits gars avec des posters porno chez eux. Voilà comment deux images vont se télescoper et comment à nouveau le spectateur va inventer quelque chose. Ce n'est pas un rapport formel seulement, même si on a toujours sur les femmes, une femme qui travaille, une femme qui est star, qui devient une sorte d'idole, des mannequins dont on ne sait plus s'ils sont vrais ou pas, et puis dans un Paris Match, 3 riches en train de rigoler bêtement parce qu'ils mettent le pied sur la robe de la princesse. Voilà comment une lecture peut se faire par rapprochement et comment cette signification peut petit à petit changer notre regard sur les images. Très belle peinture naïve de Pirosmani. Et puis à côté, un tuyau. Alors, c'est quand même assez composé, la continuité du bébé est dans l'axe du tuyau. On peut penser au fait qu'ils boivent, au fait que quelque chose se verse. Bref, vous allez faire votre histoire vous-même. Et pour un livre d'histoire de l'art, c'est tout à fait audacieux. On peut finir par faire des rapprochements visuels entre ces sourcils animaux, ces sourcils humains. Par contre, le rapprochement peut devenir purement visuel. Une montagne, une forme de nuage qui s'ouvre dans la montagne et un visage. Quelque chose se fabrique qui est, et c'est le mot de Rosalind Krauss que je voudrais développer aujourd'hui, c'est opérant. Ça a l'air d'être un mot d'intello, je le suis, branleur de mouche, pas trop, même si la matière première des intellos, c'est les mots et les idées, on ne peut pas faire autrement. Et, mon travail, c'est plutôt de simplifier ce qui s'est beaucoup trouvé. Et puis sur des sujets comme le contemporain, c'est très difficile d'avoir raison. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre eux et nous. Et c'est déjà difficile de prédire, d'expliquer le présent. Alors le passé récent, c'est tout aussi compliqué. Il s'agit là, opérant, ça veut dire que un mot, une notion va suffire à permettre de voir mieux ce qui est devant nous. Et ce que John Berger questionne quand il emploie ce titre, voir le voir, c'est l'action de regarder. Qu'est-ce que c'est que regarder? Tiens, finalement, ça serait une bonne chose à interroger. Et c'est ce qu'on a passé notre temps à faire. Alors maintenant, on va regarder deux choses impossibles. C'est le rapport de force dans ces années 1920 jusqu'à 1968 du figuratif et de l'abstrait, qui a été longtemps une sorte de binôme pour lire l'histoire de l'art et en fait qui ne marche pas. Et je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas et pourquoi je n'ai pas parlé de Picasso. Depuis ces années 20 à 60, il meurt en 74, hein, c'est quand même quelqu'un qui parcourt cette notion. Pour faire court, pour moi, c'est un peintre du 19e siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui transforme l'histoire de l'art, il n'y a pas de doute, par le fait d'intégrer des modèles qui sont avant lui, et à toute vitesse. Hein. Avant ces autoportraits semi-cubistes, il intègre la période bleue qui est du Lautrec tout aussi bien fait. Et comme le disaient les jeunes artistes dans les années 10, planquez vos toiles à la Picasso, c'est-à-dire quelqu'un
qui n'a pas de morale, qui est un personnage tout à fait passionnant pour Solers, un dragueur, menteur, embellisseur, qui finira en bagnole. D'ailleurs, pas de chance, Picasso. Et le personnage lui-même est presque plus important que certaines périodes. Par contre, il m'intéresse de voir comment il est du 19e, c'est-à-dire il incarne, et c'est là où est ma plaisanterie, il incarne encore la notion d'auteur, d'artiste. Et on voit avec le jeu de décalage de Warhol, même de Dali, en un sens, où la personne artiste va prendre le pas presque sur l'œuvre et jouer en aller-retour avec l'œuvre. Et comment, pour Rauschenberg, qui joue avec des déchets, comment avec Dubuffet, qui prend un vocabulaire dans un monde qui n'a pas appris, comment Picasso, lui qui est encore dans la prouesse, appartient pour moi pas à cette époque contemporaine, mais vraiment à cette époque moderne. Ce serait passionnant d'ailleurs de regarder, à mon avis, un de ses meilleurs tableaux, ce grand tableau de Gertrude Stein, qu'on regarde comme les petits Français que nous sommes, comme un modèle parmi d'autres et une collectionneuse, alors que comme auteur, comme intellectuelle, écrivaine, elle est passionnante. Et regarder le travail de Stein, cette façon d'écrire sur du temps qui passe, si je peux dire quelque chose comme ça, permettrait de lire le tableau que voilà, qui a mis beaucoup, beaucoup de séances. Comment le système de collage va changer le travail de Picasso, mais comment c'est le premier qui colle cette corde 1912, Nature morte à la Chescanet, et puis cet autocollant sur lequel il peint. Par contre, vous voyez comment le même ne sera pas David Hamilton, et, Richard Hamilton et Rauschenberg. Comment ce jeu de collage, il ne va pas le pousser plus loin. Picasso a cette vertu d'être celui qui trouve et pas toujours celui qui transforme. Les années 20, c'est déjà la célébrité. Et on appelle ça le retour à l'ordre. Il change de. Il y a une chérie danseuse classique russe, et donc on va sur quelque chose qui devient beaucoup plus simple, en un sens, qui est un retour au dessin de Ingres pour lui, et aussi à des papiers découpés, à des motifs qui sont presque des jeux, et à une façon de déformer qui est presque un peu systématique. Voilà, alors après, il y a cette grande exposition de 37 et de Guernica, qui est quand même un pur chef-d'œuvre dont je n'ai pas assez parlé, qui a effectivement un impact politique immense, et qui, par contre, si on le regarde du point de vue formel, est intéressant parce qu'il a cette force par sa dimension, par aussi sa simplicité en noir et blanc, c'est-à-dire aller sur du noir et blanc de cette façon-là, par quelque chose qui plairait à Rosalind Krauss, par les séries de photos que fait sa compagne, où on voit l'évolution du travail. Et vous voyez encore comment c'est l'œuvre finale qui devient le plus important chez Picasso. Et puis la dernière partie de sa vie, des années après-guerre jusqu'à 1974, c'est la relecture de l'histoire de l'art. Pour moi, qui a une limite formelle, c'est-à-dire il reste beaucoup dans la forme. Beaucoup tableau de 1968, vous voyez comment on est loin de. Chacun ses têtes, hein. J'ai fait des aveux. Je préfère Asger-Jorn, je préfère la force de déconstruction complète poussée jusqu'au bout. Ça, c'est un des plus intéressants, cette ombre du Picasso de l'après-guerre. Voilà, ça devient une espèce de marque, entre guillemets, qu'on va retrouver à plein d'endroits ici à Chicago, ou développée dans plein d'objets, mais pas avec cette conception de l'objet comme on la trouve chez les nouveaux réalistes, chez les pop artistes, cette idée d'un objet qui circulerait et qui serait un multiple. Même si l'autoportrait de la fin de sa vie est d'une grande puissance, on n'a pas, voilà pourquoi je ne l'ai pas traité, en ne le traitant pas, je le traite. Voilà comment j'ai parlé un peu de Giacometti, et Rosalind Krauss, ça va l'intéresser beaucoup. Comment ce rapport à qu'est-ce qu'une tête, qu'est-ce que c'est que figurer, le voici avec Bacon, parce que qu'est-ce que c'est que revenir à la figuration quand l'abstraction devient la forme majeure, dans le style international architectural, dans le système de grilles régulières, dans l'utilisation du verre, du métal, du préfabriqué. L'abstraction est devenue le langage du XXe siècle en Europe. Et voilà pourquoi aussi le levier se fait aux États-Unis et dans quelques pays du nord de l'Europe, pour passer à autre chose. Voilà comment on peut passer de ce Giacometti qui hurle, ce Réberol qui hurle, comment le travail sur la matière, sur
sur le cri, sur la figure, peut être un sujet qui va, entre guillemets, isoler des artistes, qui les empêche d'aller dans une sorte d'histoire de l'art où je pourrais faire des connexions. Ce sont des trajectoires isolées, mais vous le remarquez avec chaque, une façon, Velázquez à gauche, Bacon à droite, une façon de travailler sur l'histoire de l'art. C'est là où ils sont, malgré tout, dans le contemporain, c'est-à-dire dans une espèce de jeu qui n'est plus une table rase du passé, qui revisite l'histoire de l'art. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de cette bascule sur le contemporain. Il y a toujours quelque chose à creuser, toujours quelque chose à interroger pour le spectateur. C'est aussi la limite que j'entends pour ceux qui le connaissent moins, c'est-à-dire que c'est un art qui peut devenir très auto-référentiel, qui se parle à lui-même, qui joue avec sa propre histoire. Voilà. Et Lyon est tout aussi passionnant parce qu'il est celui qui était abstrait et qui revient vers la figuration, comme on verra Guston demain. Cette tension du figuratif ou de l'abstrait chez Deustel, avec ses joueurs de football, chez Chessac, finalement, avec cette déformation, et cette simplicité, ou chez Dubuffet. Voilà, le rapport au corps après cette guerre qui a coupé le siècle en deux, le rapport à l'image et à la destruction de l'image. Voilà, le même Dubuffet peut faire ça, puis ça, qui est quand même plutôt du côté de Basquiat et du graffiti, il me semble, de l'énergie de Asger-Jorn, hein, quelque chose qui n'est pas que des petits bonhommes simplifiés. La Dubuffet, pour moi, en un sens, va plus loin que Picasso. C'est difficile toujours de faire des classements, mais il faut essayer. Comment des artistes, je suis sur l'abstraction, sur ces grandes reconnaissances, et je vais venir à l'art cinétique parce qu'il a une grande place en Europe, mais j'essaie d'expliquer pourquoi finalement il nous manque des concepts opérants quelquefois pour les ranger en fait. La modernité, dans les années 30 en Europe, s'appuie sur l'abstraction, ici soulage des écritures qui vont être laisser la ressemblance à la réalité, se présenter comme de la nouveauté, ce qu'elle est, mais l'assumer comme une espèce de radicalité, d'originalité. L'abstraction serait le monde le langage du monde moderne, du monde qu'on pourrait dire connecté, entre guillemets, aujourd'hui. À l'époque, ça ne se connecte pas de la même façon, mais ça entre en réseau. Mais c'est ce qui fait aussi que quand il ne reste que formel, Bram van Velde avant, avec cette jeu de disparition de la figure que j'avais rapproché de Sartre, et de cette réflexion sur le rien qui est de cette Europe d'après la guerre. Regardez comment, là on est en 45, et comment Rauschenberg en 54, 60 est déjà presque beaucoup plus loin. Je trouve ça merveilleux, hein, j'aime beaucoup Bram van Velde. Il ne s'agit pas que de mon goût, bien sûr. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se joue dans le rapport à la consommation, dans le rapport à l'objet, dans le rapport à l'espace du musée, qui va beaucoup plus loin que ce qui est ici encore un travail sur la forme, finalement, sur la forme avec Paul Yakov, sur la forme qui vient du monde des icônes, de la simplicité des masses, sur la forme. Et vous voyez, le même Deustel peut se retrouver dans un univers en tension avec l'abstrait. Même si la formule amusante de Deustel de parler du gang de l'abstraction en avant montre bien à quel point il y a une espèce d'enjeu politique pour les artistes de se positionner sur un côté ou l'autre. Voilà, toute l'école qui est en Europe, Atlan, Bissière dont j'avais parlé, ne prend pas ce virage d'intégrer le spectateur, je crois, et de faire autre chose qu'une image ou qu'une forme, si j'essaye de dire ça. Lui, c'est un peu différent, justement. Étienne Martin, c'est une façon de faire transporter la sculpture dans un domaine de l'architecture et de l'ambiance, puisqu'il va, je ne le montrerai pas là, mais fabriquer par exemple des manteaux que l'on peut porter. Ce sont des sculptures manteaux. Et là, à nouveau, la place du spectateur est questionnée. Asger-Jorn et le Zekeli dont j'ai parlé, qui fait le volume sur la Dame du Lac à Courcouronnes, finalement, ce n'est pas l'homme qui est questionné dans une forme comme celle-là, signe de la cité. C'est l'homme debout, l'homme dressé, mais c'est surtout l'équilibre, en fait. Voilà comment, doucement, on pourrait regarder les images qu'on vient de voir
quand un concept peut nous suffire. Sur cette idée d'équilibre, ça change la façon de regarder ça, en fait. Comment ça tient debout, comment c'est pas collé, comment ça peut jouer avec le fait qu'on va le prendre sur la gueule, comment, avec l'idée de surface et d'occupation de l'espace, chez Devanne ou chez Dubuffet. Voilà, comment on pourrait regarder ces images-là, pas par la figuration ou par l'abstraction, puisque vous avez compris que chez Dubuffet, il y a de l'un et de l'autre. Alors, il faudrait mettre d'un côté l'un ou d'un côté l'autre. Ça va devenir compliqué si on veut ranger dans des boîtes. Par contre, sur la façon d'occuper l'espace, la façon dont le fond a l'air jaune, et là, on ne sait pas de quelle couleur est le fond. On ne sait pas si le noir est la sous-couche ou si le noir est venu après pour cerner les personnages. On ne sait pas si le fond est jaune ici et si les formes bleues, rouges sont arrivées après. On a une espèce de travail du regardeur sur qu'est-ce qui est le fond, qu'est-ce qui est dessous, qu'est-ce qui est dessus. Et encore un Dubuffet qui s'appelle Dramatique, on est dans les années 80, 1984. Tardif, on est dans le tag, dans le graffiti, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas, là aussi, ce sera un écueil de prof d'histoire de l'art de dire ouais, ça a annoncé ça. Oui, mais celui qui l'annonce, il pouvait pas savoir avant. L'histoire peut pas suffire à justifier que quelque chose soit arrivé. Il faut qu'il y ait quelque chose, soit que l'historien de l'art dise tiens, cette idée-là pourrait nous aider à mieux le comprendre. Ça peut être intuitif, on n'est pas obligé de lire 36 000 bouquins. On peut lire le titre, on peut lire les étiquettes, on peut faire surtout des rapprochements, des choses qui font que si je regarde ce Dubuffet et celui-là, je me dis, tiens, c'est le même type qui a fait ça quand même. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en fait, c'est-à-dire de partir de notions qui nous aideraient à entrer dans les images. Alors, il faut que j'aille à toute vitesse, mais voilà un homme extraordinaire, Georges Mathieu, que vous avez dû voir passer à la télévision dans un merveilleux film. C'est presque un nanar réalisé par Frédéric Rossif. C'est le type qui a fabriqué la pièce de 10 francs, la campagne de Air France, qui était la figure, le Picasso des années 50, qui a quelques chances d'avoir, le voici à gauche avec Rossif, un documentaire extraordinaire où il est en train de peindre en direct, il fait une sorte de performance. Il y a des chances qu'il ait inventé cet art gestuel. Il a toute une idée très noble de sa place dans l'histoire de l'art, le voilà en train d'être filmé. Un art gestuel inspiré par la calligraphie asiatique avant Pollock. Hein. C'est-à-dire qu'on a une distinction, si vous êtes curieux de la chose, d'historiens de l'art qui ne savent pas si cette idée de signe, de peinture comme écriture, serait pas de son fait d'abord, mais qui, les États-Unis prenant le pas, passaient à autre chose. Et ce documentaire est une merveille parce qu'on y voit Mathieu en train de peindre en pleine énergie, peindre sur des vitres. Ils ont trouvé des tas d'astuces pour s'en sortir. Une grande tartine qui fait que c'est passionnant à regarder un peintre en train de peindre. Il n'y a pas mieux que cette chorégraphie-là. Et voilà, peut-être que la notion du corps de celui qui peint pourrait être la bonne formule pour regarder ça comme une trace et pas seulement l'image finale. Alors, il y a des filles en costume, et puis il change de. Voilà, on le voit à plusieurs étapes. Et puis, il y a une merveille. Il est dans son bureau, mais il est surtout en extérieur, en train de peindre avec des gants, et puis en binôme au château de Versailles, avec Vangelis, le musicien grec, en train de faire une sorte d'installation. C'est aussi la forme elle-même du film de Rossif qui ne marche pas. C'est-à-dire, il a pris une forme, vous l'avez vu avec les captures d'écran que je vous ai montrées, on le trouve en DVD, hein, c'est une perle rare. C'est pas la forme du film elle-même devrait interroger ou jouer avec son sujet. On ne peut pas juste mettre des plans avec des décors, ça ne suffit pas, je crois. C'est mon glissement de ce que le contemporain nous apporte, c'est-à-dire que on ne fait pas, comme dirait Godard, c'est pas juste une image. Alors il dit c'est une image juste, il pique ça aux situationnistes, c'est-à-dire c'est la façon dont cette image va nous arriver qui nous intéresse. Dernière petite circulation avant de finir sur Croce. Sur la peinture abstraite elle-même, les années 10 inventent la peinture abstraite. Je vous ai montré que Egling avait fait des films expérimentaux avec de la peinture abstraite. Je n'ai pas montré que Gabo avait joué avec une sculpture qui peut bouger, qui vibre,
Et cette idée du mouvement de la peinture va intéresser beaucoup Duchamp, que je cite à chaque fois, mais aussi Lissitzky, j'en ai parlé un peu avant, qui fait des très belles choses abstraites, mais qui, dans cette expo de 27, va s'intéresser à fabriquer l'espace architectural autour. Voilà, les petits morceaux noirs peuvent se déplacer. On voit la peinture au-dessus, en dessous, et, le spectateur va interagir. Vous voyez, les images sont presque au genou. On peut les déplacer, les volumes eux-mêmes sont à déplacer. C'est cette piste-là qui vient de l'avant-garde russe des années 20, qui va mal tourner avec l'arrivée de Staline, qu'on va retrouver dans les années 30 puis 50, surtout 50, défendue par cette femme Denise René dans une galerie où elle va toute sa vie à Londres et à Paris défendre la peinture abstraite géométrique plutôt. Alors ici, il s'agit de Manili, vous voyez, on est en 49, pardon, mais quand on regarde l'inventaire, vous allez en reconnaître, on est chez les premiers, pardon, chez les premiers abstraits de Launay, Herbin. Morlaix viendra plus tard, j'en parlerai s'il y a une autre époque à examiner des années 68 à aujourd'hui. Et on va regarder plutôt Agam, Vasarely, il y avait Hansarp également. Voilà, Sephore, qui va être un des intellectuels, on le voit avec cette époque, c'est que les intellectuels défendent énormément les artistes, vont aller au-devant de l'avant-garde pour essayer de la soutenir en l'expliquant, mais elle est aussi figée par cette forme littéraire. Ici, au MoMA. Voilà, le Vasarely que vous devez connaître, c'est-à-dire un jeu de signes simples qui peuvent devenir des signes en volume, qui vont interpeller bien avant qu'un ordinateur n'existe, même si en 48, il y a déjà le premier 48-51, le premier Univac, mais qui fait la pièce entière où vous vous trouvez, et qui n'est donc pas encore accessible à tout le monde, mais une image qui serait celle du monde de la machine, qui serait impersonnelle, donc un jeu avec ce que l'on est en train de dire, plus d'auteurs, plus de choses faites à la main, ça peut être fait par des associés, ça peut être reproduit, ça peut être photocopié, ça peut être en volume, vous l'avez vu, ça peut servir pour la vie de tous les jours, pour se retrouver sur une bagnole, et c'est comme ça que vous avez eu longtemps une œuvre d'art à l'avant de votre voiture, vous ne le saviez même pas. Vous savez peut-être qu'à Aix, il y a une fondation qui remonte à nouveau, elle a été fermée longtemps, mais le travail de Vasarely, celui qui pense l'art dans la vie et l'art avec la vie. Alors là, on rejoint les enjeux, nous voici à Présunic dans les années 60-70, dans le fait que le multiple, Vasarely répond à la question d'un art abstrait qui serait adapté à la société marchande, qui va permettre de reproduire beaucoup d'œuvres, les balader un peu partout, les faire circuler et qu'on puisse les utiliser partout. Je n'ai pas retrouvé d'image d'ailleurs, mais Jean-Claude Decaux, qui dans ces années 65-75 invente les abribus avec de la pub dessus, des sucettes, des grandes affiches, est passionné d'art, il le collectionne longtemps, c'est lui qui invente le métier, c'est lui qui devient absolument milliardaire avec ça. Et au dos de ces sucettes, si vous avez l'occasion de le regarder encore, il y a non pas un Vasarely, mais un Ivaral qui est son fils. Je n'ai pas retrouvé d'image où on voit ça. Voilà, cette pensée de la machine, c'est Norbert Wiener qui en parle, qui invente le mot cybernétique. Nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons nous modifier nous-mêmes pour vivre à l'échelle de notre environnement nouveau. Et une image de l'expo récente de Vasarely à Beaubourg, très, très passionnante exposition, parce que c'est vraiment ce genre d'image qu'il faut aller voir en vrai, qu'il faut éprouver physiquement, pour voir si c'est pas très, très emmerdant, tellement ça se répète, c'est un peu le cas. Par contre, pour voir si ça peut opérer physiquement quand on est tout autour, c'est aussi très le cas. Et c'est tout aussi passionnant de voir que l'art va à la frontière de la déco, du mobilier, de l'architecture, mais que c'est ce qu'il cherche à faire en fait. J'en profite pour faire un clin d'œil à Aurélie Nemours. J'aurais pas le temps d'en montrer plus, c'est bien triste, mais c'est une pure génie de la peinture abstraite. Des artistes à gamme que va montrer Denise René. Celle-là, regardez, hop, ça bouge. Le petit jaune en haut, le petit orange en bas. Tac, tac. Il y a des petits moteurs derrière, et donc il s'agit de jouer un art qui soit cinétique, c'est-à-dire qui va se déplacer. Tinguely l'avait fait aussi, le voici, avec un jeu de cache devant en plexi, et donc on a un moyen, dès qu'on se déplace, dès qu'on joue avec, dès qu'on danse pour Béjart et devant des sculptures de chauffeurs, dès qu'on se déplace physiquement, on a
Vous le voyez, en fait, on a 4 vis ici. Si vous avez des migraines ophtalmiques, il faut s'arrêter tout de suite. Il y a devant une plaque de plexi, et donc quand je me déplace, je ne vois pas toujours la même chose. L'adaptation au monde moderne va être la recherche du déplacement de l'artiste. Vous vous rappelez peut-être que j'ai montré ce film expérimental de Kuberka sur Rainer, qui était que des petits carrés et des ronds blancs. Morlaix va s'amuser à, à non pas faire du spirographe pour vous faire avoir du mal à regarder votre écran, mais jouer avec une commande comme s'il était un ordinateur. Il fait 8 rames de traits et il les multiplie. Les artistes anglais ici, Bridget Riley, Ivaral, le fils de Vasarely, avec aussi un système d'écran, Stein et Schaeffer qui vont s'intéresser au système de trame, et ce mouvement du graphe qui fait qu'on veut chercher à sortir le spectateur de sa dépendance apathique. On veut que l'art, ça soit comme la vie. C'est là où ils auraient dû être dans mon histoire de l'art et de la vie et de sa séparation, au même rang que Rauschenberg. Alors, les merveilleux frères Bachet, dont la fondation existe toujours à Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, je confonds tout le temps. Allez les voir, c'est une merveille. Vous en avez peut-être eu à l'école enfant ou à l'école si vous êtes instit, un jeu de sculptures sonores avec lesquelles on pourrait jouer. Et puis elle a été rénovée dans la ville en question où il y a un espace Bachet. Il y en a un à Évry, il ne fonctionne plus. Voilà, on peut avoir avec Cruz Diez, cet art d'Amérique du Sud va être beaucoup marqué par l'abstraction géométrique et par l'abstraction cinétique, le fait de jouer voilà, des lunettes merveilleuses qui vont nous permettre de changer le monde qu'on regarde autour de nous. Là, on peut, petit à petit, vous comprenez, on met ses lunettes, et ça, on voit comme ça quand on a ses lunettes, c'est pas plus mal. C'est le maximum de ce qu'un artiste peut fabriquer, changer la vie complètement en transformant ce qui est autour de nous. Voilà, à gamme, si vous comprenez le principe, vous avez des petits reliefs pointus comme ça, de la peinture de ce côté-là, de la peinture de ce côté-là, et vous allez voir une transformation visuelle quand vous vous promenez. Ça se modifie continuellement. Vous avez peut-être connu, ça n'est plus comme ça, le fils de Vasarely, Ivaral, qui avait fait cette devanture de RTL. Et voici le sommet de la réussite de Denise René et de cette imprégnation de l'abstraction. Voici un espace complet, le tapis par les Gobelins, les murs, une sculpture sur le sol de la gamme, des éléments sur le côté, et là où ça va loin, des éléments vitrés de couleurs qu'on peut déplacer. Ça va loin, c'est que c'est le président Pompidou qui commande ça pour le salon de l'Élysée. Le moment rare, puisque quand Giscard va arriver, il va tout de suite le virer, où l'avant-garde serait soutenue par un président plus se piquant d'un goût. Alors c'est toujours la tension qu'il y a et qui a peut-être porté préjudice, et voilà la fin de mon histoire, c'est le rapport à l'État qui est très présent en France, qui a peut-être freiné certaines avancées. Catherine Millet nous donnait la piste que l'art américain est beaucoup plus soutenu par des galéristes, des collectionneurs qui donc prennent leur propre goût comme risque et qui ont moins la lenteur de la structure étatique pour suivre le mouvement. Peut-être une piste intéressante. Voilà, Denise René, qui est une histoire à lire complètement, puisque le tout premier, il n'est pas là, mais c'est Catherine Millet qui a écrit sur elle. Alors, pour faire un petit clin d'œil à mon copain Bernard Panvel, je fais un petit détour, ça va prendre, je finirai plus tard, mais où est passé l'art cinétique s'il n'a pas fait Flores, s'il n'a pas continué après? Il s'est retrouvé à un endroit, et je mettrai mon autre copain Nanar Pringuet dedans. On a cette idée de projeter des images autour de nous, devant nous, bien avant que le cinéma n'existe, et je vous disais que la compréhension de lumière, c'est pas d'enregistrer le mouvement, c'est d'avoir l'idée de le projeter sur l'extérieur. Wagner avait eu cette idée-là sur certaines mises en scène de son opéra. On est à la fin du 19e siècle. Comment la fosse peut cacher les musiciens pour que la musique ait l'air d'arriver à l'extérieur. Comment on peut être plongé dans le noir. Il va transformer complètement la façon de rencontrer l'art, d'où le rapport au spectateur, d'où le rapport au trucage, le fait de pouvoir sortir des personnages et d'avoir un théâtre qui soit dédié pour ça. Cet intérêt pour l'électricité, pour les effets lumineux, j'en ai parlé avec Seurat, avec Degas, qu'on pourrait regarder de cette façon-là, d'ailleurs, ce serait tout à fait passionnant, avec Laloy Fuller qui projette de la couleur sur son costume pour que quand elle danse, elle puisse
transformer sa couleur. Ici, ça a été peint sur le film pour qu'on comprenne mieux comment ça s'est passé. Où arrive cette idée de projection, d'image, de fond qui change? Elle arrive en 67, on est à la fin de mon histoire. Vous n'en reviendrez pas. Qui invente ça? Even with one lens, the picture never quite repeats itself. With 100 or more concave, convex, fluted or convoluted plastic eyes, you really have got the light fantastic. Tout le monde a compris le principe, on fait bouger des morceaux, on fait tourner une lentille et ça donne un effet. Sort of covered over the group as they were playing. The light techniques they're using now are the result of 5 years' research by an architect, Mike Leonard, at work here on his new light projector. The work goes on in a house in Highgate. Voilà, un système où on utilise cette projection dans le spectacle vivant. The most important start point for the light show was Mike Leonard and the Hornsey College of Art. Voilà, où est-ce qu'on le retrouve? I remember them best as dans la musique psychédélique, chez les Pink Floyd, qui ont même un ingénieur que voici, Arthur Max, qui va inventer la machine à faire de la fumée quand même. C'est pas rien. Et cette pochette de disque, si elle est un clin d'œil à l'histoire de l'abstraction, c'est aussi parce que cette abstraction projetée, ça va beaucoup passionner ces artistes qui vont inventer un système de projection pour immerger le spectateur. Mais vous voyez à quel point la recherche d'art contemporain a basculé dans un autre univers. Faut que je compte jusqu'à 7, sinon je me fais virer de YouTube. Cette recherche peut nourrir le passage vers l'art populaire, l'art de la vie de tous les jours. Et cette transition, cette séparation n'a plus de lieu d'être dans l'espace contemporain, finalement. Même si ce que je vous dis là est tout à fait personnel, c'est-à-dire il n'y a pas les Pink Floyd dans les livres d'histoire de l'art. Il n'y a pas Agam, Vasarely et l'art cinétique défendu par Denise René dans les livres sur les Pink Floyd ou dans les documentaires, très peu en fait. Ces deux univers s'ignorent encore et à mon avis, ce passage du moderne au contemporain, c'est l'occasion, j'ai essayé de le montrer avec Rauschenberg, avec Warhol, avec les nouveaux réalistes, de voir comment ce rapport de l'art et la vie avec Cunningham, avec l'improvisation, fait que cette séparation, elle est difficile à faire. Par contre, on est des universitaires, on a encore des casquettes de philo, d'histoire de l'art, et donc ce mélange, ce rapprochement peut avoir du mal à avoir lieu. Ma conclusion, moi qui ai débordé pour pouvoir montrer les Pink, ma conclusion, c'est cette exposition de 96 qui s'appelle L'Informe, faite par Yves-Alain Bois, en français, et Rosaline Croze. Et j'extrais et vous lis des petits morceaux issus, c'est pas très long, de cette petite art press 10 €, où on interviewe en 87 cette exposition, qui pour art press, à ce moment-là, est une exposition qui fera date. Alors, je suis en 96, on pourrait penser que je déborde de mon champ de finir en 68. Mais ça me permet de montrer qu'un historien de l'art, quelqu'un qui pense en fait, Rosaline Croze va être l'organisatrice avec Bois de l'ensemble, mais c'est la lecture de l'art moderne par le biais de l'Informe permet de réexaminer certaines œuvres clés de la modernité ayant fait l'objet d'un refoulement sublimatoire. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne sont pas dans la modernité, on les vire en fait. Et ce que dit Rosaline Croze, c'est que si on les expose avec quelque chose à côté, il serait très important de montrer dans un autre épisode Mike Kelley ou Cindy Sherman, que j'ai abordé avec Croze, justement, cette femme qui se prend en photo en se mettant en scène dans des fausses situations et en jouant de cette fausseté. Finalement, ce que dit Rosaline Croze, c'est qu'en mettant des œuvres d'art plus récentes à côté d'œuvres d'art modernes, on va changer le regard sur l'un et sur l'autre. Et ce catalogue revient dessus, mais c'est l'interview avec Indri qui m'intéresse. À partir de la notion d'informe, qui vient de Bataille, dans les années 20, dans la revue Document, Croze
Bois propose une exposition. Alors, je voudrais regarder avec vous comment on fait une exposition. C'est vraiment très marrant ce qu'elle raconte, je vous jure. Une exposition qui fera date du 22 mai au 26 août 96, et dans le numéro 213 de 96, elle explique comment ce concept d'informe préside à la sélection des artistes. Voilà, elle a une idée et ça va l'aider à faire l'expo. Et elle va aussi nous dire, c'est pour ça que l'interview est rigolote, c'est qu'elle va dire pourquoi il y a des gens qu'elle ne prend pas. À partir de la notion d'informe de bataille dans les années 20, dans la revue Document, j'avais abordé, je le redis, que Document, c'est un peu les alternatifs surréalistes qui se fâchent avec Breton, qui sont en un sens plus intéressants sur la notion d'image, justement. Rosalind Krauss et Bois appliquent une nouvelle grille de lecture au modernisme. Alors, finalement, cette lecture d'artistes majeurs des années 20 à 70, finalement, c'est une expo, mais par le choix du commissaire, les deux, là, on va avoir une lecture nouvelle. Et là, on est dans quelque chose qui est contemporain aussi, c'est-à-dire le mot informe, même si vous ne lisez pas le texte du catalogue, va vous aider à regarder autrement ce qui est à côté de vous par le rapprochement et par la lecture différente. Une virtuose interrogation fin de siècle sur la destinée des choses en général et de l'art en particulier, parce que la notion peut servir. Voilà, c'est pas de la thématique, c'est pas de la chronologie, c'est pas par style, c'est comment il y aurait un lien entre la forme et le contenu. Voilà les images de documents qui vont intéresser le magazine Documents auquel participe. Vous voyez, on est en 29, c'est le numéro 6 Bataille, qui va montrer pas mal de photos de surréalistes des Lillotards. C'est une photo tout à fait poignante. Ce sont les abattoirs de la Villette. Vous devinez à qui appartiennent ces pieds. C'est tout à fait surprenant. Comment le surréalisme peut être fait à partir de choses moins formelles, moins jolies, entre guillemets, mais plus par une espèce de choc inattendu. L'exposition a 4 morceaux: horizontalité, battement, bas matérialisme et entropie. On n'a pas le temps d'expliquer ce que c'est pas grave. Voilà, le catalogue, en plus, il est intéressant puisqu'on a des notions qui vont ranger les artistes. Chacune de ces 4 notions est attachée à un artiste important. Et puis, en fonction de cet artiste important, qui est expliqué à chaque fois, mais vous comprenez qu'aller voir cette expo suppose de lire un peu autour avant comment cette notion, par exemple, d'horizontalité, que je voudrais creuser un peu parce que c'est le plus rigolo de tout. Pourquoi, Madame Rosalind Krauss, tu t'es intéressée à faire cette exposition? Vous vous rappelez peut-être, on en avait parlé au moment de ce premier volume sur la critique américaine, le primitivisme dans l'art moderne, en 83, de William Rubin, s'intéressait à comment les primitifs pouvaient faire comprendre Giacometti, le surréalisme. Et Rosalind Krauss a écrit un texte sur Giacometti. Elle dit « Je cherche les sources de la sculpture moderne dans l'art primitif. Ça ne m'a pas intéressé. J'acceptais car j'avais l'impression que je trouverais peut-être au fil de mes recherches une réponse à une question. Et là, Madame Krauss, je t'embrasserai, c'est-à-dire comment tu peux te poser des questions à la noix comme ça et comment une question à la noix va d'un seul coup changer ma façon de regarder Giacometti. Pourquoi Giacometti, à un moment donné, alors qu'il faisait des sculptures horizontales, pourquoi il les remet verticales? Quand on regarde la période surréaliste de Giacometti, ils sont plutôt posés sur des tables, plutôt à place. C'est une tête, vous pourriez y reconnaître. Très beau documentaire sur qu'est-ce qu'une tête de Giacometti, ça aussi sur Arte. Des cages avec une sorte d'installation qui fait que l'objet existe en 2 dimensions. Un objet désagréable à regarder qu'on pourrait presque penser influencé par Man Ray, c'est son genre d'état d'esprit. Une pointe aussi qui est à 2 doigts de trouver quelque chose. Ça, c'est la première partie. Et puis une table qui est un peu bizarre, qui n'est pas le meilleur Giacometti pour moi. Et puis dans cette suspension, peut-être c'est par la gravitation que ça arriverait, petit à petit, cette verticalité. Et voilà ce que j'essaye de montrer si on se quittait sur ça. La dame, elle dit, tiens, il travaille horizontalement et puis un jour, il travaille verticalement. Pourquoi? Et en fait, ça fait regarder tout à fait autrement tout ce que je viens de vous montrer. C'est là où c'est opérant. C'est-à-dire, le quelque chose m'aide à mieux mâchouiller ce qui est devant moi, à mieux le regarder comme une paire de lunettes supplémentaires. Voilà le catalogue. Un Giacometti sur la droite avec l'objet des diagrammes, rapproché d'un brassailles, une photo traditionnelle, finalement, de ces mêmes années, avec un nu qui pourrait faire penser au nu de Irving Penn qui avait passionné la même Rosalind Krauss. Le rapport visuel que j'ai montré chez John Berger, attribué à un sens, là on est dans la partie battement. Donc on lui dit, c'est donc pas une œuvre qui vous a fait démarrer, c'est un concept. Oui,
Mon problème, c'est formel, c'est-à-dire, je me dis, est-ce que la notion d'informe peut m'aider à mieux lire ça? Alors elle dit, je regarde des textes sur Giacometti, il n'y a rien sur l'informe. Donc elle se dit, j'ai le mot informe qui vient de chez Bataille, j'ai Giacometti, est-ce que je peux les mettre l'un avec l'autre et que ça marche, en fait, ça opère? Et non, il n'y a rien. Alors elle dit, Léris a écrit sur lui dans Documents, mais l'histoire de l'art ne me fournissait aucune information sur les rapports entre l'artiste et, et Bataille. Je me suis mis à lire Georges Bataille et sur Bataille, je suis tombé sur la question de l'informe et je me suis dit, voilà, c'est ça qui va marcher. C'est que, qu'est-ce qu'elle trouve dans Bataille? Bataille ne parle pas directement de Giacometti et les gens qui écrivaient sur Giacometti ne parlaient pas de cette notion qui vient de Bataille. Elle dit, j'ai compris qu'il y avait une différence dans ce livre de Bataille sur Lascaux, une différence entre deux primitivismes qu'elle a appelés l'un hard et l'autre soft, dur et doux. Le deuxième, c'est celui d'une forme, c'est-à-dire la distorsion du corps humain, ce qu'on pourrait dire des masques de Picasso ou du Matisse ou du Derain. Et le premier, le primitif hard, parce que Bataille, c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse au hard, hein, il est plus proche de Bellemare que de Picasso. Il se donne la forme radicale d'un anti-humanisme. Alors, c'est quoi un anti-humanisme? C'est bien résumé. Le rapport entre l'art primitif et l'art préhistorique, ce ne serait pas un art qui serait joli, qui serait des masques qui circulent avec des formes qui inspireraient des formalistes, justement, qui fait que la lecture par la forme, j'essayais de le dire, sur la figuration comme sur l'abstraction, ne va pas suffire, en fait. Fini de jouer pour Bataille, l'art ne commence pas avec Narcisse, avec le reflet, avec la forme, et commence avec le Minotaure. C'est-à-dire avec un truc qui va chercher dans les tripes, quelque chose qui va créer une tension entre un animal qui rencontre un humain qui est dangereux, qui fait qu'on peut peut-être lire le Giacometti qui hurle par ça, par l'idée de cri, par l'idée de choses puissantes. Vous voyez, ça c'est sa sculpture qui est emballée, elle n'a presque pas de différence avec la sculpture qui est déballée, et elle a de moins en moins de différence avec Giacometti lui-même. Peut-être que cette façon de tracer quelque chose qui fait que ce ne serait pas de la forme, ce ne serait pas du difforme, ce serait de l'informe juste avant que la forme apparaisse. C'est ça qui pourrait servir comme quelque chose de profond à comprendre le travail de Giacometti. Je travaille depuis 15 ans sur cette question. Voilà, elle creuse. Je ne parle que de cela dans le livre Optical Unconscious. Idem pour mes articles sur la photo surréaliste, sur d'autres objets. Autrement dit, Bataille m'a sensibilisé à toute une série de problèmes. Voilà des images qui vont dans cette partie-là. Le fautrier qui joue avec des formes imprimées sur lesquelles il peint, qu'on avait un peu aperçu avec l'art brut. Le vol, ce qui aussi était proche de ça. Les photos de Boiffard qui font que cette espèce d'orteil fait un peu peur tellement il a l'air animal et pas humain. Comment le jeu de décalage des photos des lilotards, dont on a vu les pattes de bœuf tout à l'heure, font que on ne sait pas bien si c'est un truc animal, c'est vraisemblablement des tissus qui servent à détourner l'eau sur le côté, mais comment des petites choses qui ressemblent à des larves par vol peuvent être collées côte à côte et devenir d'un seul coup autre chose. Alors elle finit, là c'est moi qui fais un peu trop longtemps. Pourquoi il y a Yves Alain Bois? Elle dit, le voilà, il a beaucoup écrit encore. Il dit, c'est rigolo parce que lui, il travaillait sur Fontana. Vous vous souvenez que c'est celui qui fait des fentes dans l'image, qui cherche à travailler sur l'espace. Et elle dit, l'enjeu de l'œuvre de Fontana, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est la question de l'informe. Et elle dit, lui aussi est tombé sur cet opérateur, c'est-à-dire... Ah, mais salut Rosaline, tu as aussi trouvé ce truc de... Je suis sur l'informe, je creuse le truc, tiens, si on se mettait ensemble et si on creusait. Et il avait trouvé ça chez Fontana, chez Edrucha, dont j'ai parlé aussi un peu, repose sur l'informe, sur le passage de la verticalité à l'horizontalité, problème que j'avais rencontré en m'intéressant aux sculptures horizontales de Giacometti. Voilà, qu'est-ce qui fait que Bois avait trouvé ça? Il travaillait sur... Edrucha, c'est celui qui a fait des séries de photos qui montrent toutes ces rues en ligne. Ça s'appelle des liquid painting. Ce sont des mots liquides peints. C'est très emmerdant à peindre. Hein. Ça, tout est peint, le fond est peint. Les choses qui sont devant sont peintes. C'est une sorte de jeu avec la typo, de jeu avec l'illusion, de jeu avec la ressemblance et presque de jeu absurde. Autrement dit, vous aviez tous les deux, plus ou moins chacun de votre côté, commencé à voir le concept d'informe.
une nouvelle manière d'envisager des œuvres que l'on avait plutôt considérées d'un point de vue jusque-là historique, stylistique ou thématique. Et voilà comment une œuvre naît. L'œuvre, c'est l'œuvre de pensée qui fait que, valeur d'usage de Georges Bataille, petit à petit, on va regarder autrement les images et comment le catalogue lui-même fait des rapprochements entre un Pollock pas très connu, où il y a beaucoup de vide, à côté d'un grand fautrier et à côté d'un Fontana qui s'intéresse à cette idée de spatialité. Comment l'ensemble du catalogue va être aussi un objet qui participe à l'exposition. Comment je peux avoir un Dubuffet avec des messages pris sur les murs, rapproché d'un Armand qui fait des accumulations de papier. Et voilà comment, moi-même, j'essaye, dans ce que je vous montre là, de faire des rapprochements à partir d'une idée qui, comme dirait Hegel, c'est un os qu'on ronge et qui va m'aider à mieux voir ce qui est autour de moi. Voilà, la découpe, c'est du champ et la pulsation, Pollock et l'horizontalité, puisque Pollock a eu l'idée de mettre des toiles à plat, Fontana et le matérialisme qui vient de Bataille, et Smithson qui est un artiste du land art dont je ne parlerai qu'un jour. Dernière chose dans le catalogue, le concept d'entropie. Alors voilà, pourquoi par exemple vous n'avez pas retenu de Fluxus? Ah ben avec entropie et prolifération, ça aurait pu marcher. On y a songé, mais on n'a pas trouvé comment l'exposer. Nous manquions de place et ne réserver que quelques petits morceaux de Fluxus, c'est Yoko Ono, Macunas, on pourrait mettre Ben dedans, Nem Jumpek. Voilà, elle dit c'est tellement fort que dans mon idée ça marcherait, mais je ne voulais pas le mettre en fait parce qu'il n'y avait pas assez de place pour qu'on le trouve. Elle dit un commissaire a évidemment toute l'attitude dans le choix des œuvres, cependant vous avez attribué à votre manière un rôle, on ne peut s'empêcher de demander si ce mot informe pourrait marcher pour autre chose. D'autres œuvres de 1920 à 1970. Bien sûr, ça aurait pu marcher, en fait, cette idée d'informe peut marcher sur autre chose, ça peut être opérant sur autre chose. Et elle dit, ça a l'air d'être une vacherie, mais un artiste de ces années 80-90 qui s'appelle Yanis Kounelis, on a pensé à lui pour le parti sur l'entropie, mais ses œuvres étaient trop jolies, trop formelles, toujours la même notion. Et donc, on ne pouvait pas le mettre. Le penseur de l'exposition va devenir l'organisateur de l'espace qui est autour. Puis elle dit une petite méchanceté avec laquelle je ne suis pas d'accord, avec Kurt Schwitters, quand même, sur l'informel. Alors elle dit Bois voulait l'avoir, moi pas. À mes yeux, c'est un collagiste cubiste ennuyeux. Je ne suis pas d'accord, Zane, tu déconnes. Il réhabilite le déchet en l'enjolivant. Bon, c'est pas faux quand même, je suis d'accord, un peu. Si c'est une erreur de ne pas l'avoir retenue, elle m'appartient, j'en assume pleinement la responsabilité. On peut discuter sur Schwitters, sur Cornelis, mais par contre, il fallait qu'il y ait Pollock, Giacometti, Duchamp, Fontana, Manzoni et Smithson. Je ne peux pas ne pas retenir ces artistes. Est-ce que l'informe peut devenir une grille pour lire l'ensemble? Oui. Quel but vise l'exposition? Est-ce que c'est regarder autrement? Oui. Le rapprochement d'une performance avec des mains à côté d'un arbre presque isolé, c'est des rapprochements pas que visuels, intellectuels. Le biais des 4 choses permet même de montrer du puits qu'on ne voyait plus, c'est-à-dire une installation dans une boîte qui projette une sorte de faisceau de nuages. Et même chose avec Medalla, qui sont des tubes qui produisent, c'est très marrant à regarder, qui produisent de la mousse tombe comme une sorte de mousse de liquide vaisselle, qui fabrique des sortes de choses informées. Et ce qu'elle dit, c'est que ces artistes ont l'air mineurs, ils ont été mis de côté dans cette grande histoire de l'art, et avec ma notion d'informe, ça me permet de les regarder autrement, et de regarder autrement les morceaux de peau de fautrier, les morceaux de trame d'ailleurs. Voilà. Vous assurez que la distinction entre l'informel et l'informe, est-ce que c'est une question littéraire? Votre question est intéressante. Nous n'avons pas envisagé le problème sous cet angle, mais nous aurions pu le faire. Voilà, c'est vraiment comme une création, en fait. Créer une exposition, c'est une idée, trouver avec l'informel quelque chose d'opérationnel qui permet de comprendre mieux ce qui est devant nous, ce qui est une série de vidéos à côté d'une photo, à côté d'une peinture. Dernière question, c'est assez amusant et j'aurais trop débordé, pardon. Craignez-vous qu'on dévie le sens de votre exposition? C'est déjà fait. Le Whitney Museum a monté une exposition intitulée L'art abject. Il y a 3 ans, comment c'est possible? Cette exposition, elle était organisée par des étudiants à moi. Certains avaient suivi des cours que je donnais qui parlaient de l'informe, ils ont lu mes livres et puis ils ont été plus vite. Ils ont eu l'idée que l'abject, c'était le nouveau truc dans le vent.
Et elle répond non, la notion d'abject n'opère pas, ça ne peut pas aller. Donc, il n'y a pas de Beuys qui est dans l'ensemble, et je ne suis pas d'accord avec tout ça. Nous essayons de prouver qu'il existe entre un artiste contemporain et un bataille des années 30 des rapports plus intéressants que les amateurs d'abject. C'est une petite... rien n'est orienté dans une direction précise, tout opère. Et j'espère que ce que je vous raconte aussi. Et ben voilà, bonne soirée.